Je te donne 1 million d'euros si tu traduis ça. Le millionnaire a ri, mais la femme de ménage l'a réduit au silence. Valérie Lambert avait passé les 6 dernières années de sa vie à être invisible par nécessité, non par choix. Dans ce monde de costumes et de cravates, de décisions valant des fortunes et de poignées de main scellant le destin d'entreprises entières, une femme en uniforme de femme de ménage n'existait tout simplement pas. Elle faisait partie du décor, comme la moquette ou le luminaire du couloir. Et jusqu'à ce mardi soir, elle s'y était résignée. C'est alors qu'elle entra dans la salle de réunion du 18e étage et qu'un document glissa de la table, atterrissant à ses pieds. Elle se baissa pour le rendre comme le voulait le protocole, et ses yeux se posèrent sur les premières lignes avant qu'elle ne puisse l'empêcher. L'homme le plus grand du groupe la toisa avec le sourire de quelqu'un qui s'amuse et ouvrit une enveloppe épaisse sur la table couverte d'argent. « Si tu traduis tout ce contrat de l'anglais au français, sans une seule faute de virgule, je te donne 1 million d'euros, dit-il, jetant le document dans sa direction. Les autres hommes éclatèrent de rire. Valérie regarda le contrat. Elle regarda ces visages ouverts à l'amusement. Et puis, sans dire un mot, elle prit le document et commença à lire à haute voix. Le rire s'éteignit peu à peu. Elle ne s'arrêta pas. Philippe Morel avait 42 ans, les cheveux bruns coiffés sur le côté avec cette précision de quelqu'un qui ne laisse rien au hasard, et ce type d'attitude qui vient de décennies passées à être l'homme le plus important dans chaque pièce où il entre. Il portait un costume bleu marine qui devait coûter ce que Valérie gagnait en 3 mois de travail et tenait à la main un verre de champagne qu'il maniait avec la légèreté de quelqu'un de complètement à l'aise sur son propre territoire. Il avait fait la proposition comme on propose un jeu d'enfant ennuyé, avec cette légèreté arrogante de quelqu'un qui sait que la blague va marcher parce que personne en face n'a les moyens de répondre de la manière qui compte. Mais Valérie Lambert n'était personne, même si tous là-bas pensaient qu'elle l'était. Elle avait commencé par le premier paragraphe, lentement, avec une diction claire et une naturalité qui avait désarmé le sourire de Philippe dès les premières phrases. Des termes techniques de contrat de partenariat commercial, des clauses de responsabilité partagée, des conditions de réajustement et de résiliation. Tout sortant avec la fluidité de quelqu'un qui ne traduit pas, mais lit simplement quelque chose qui est déjà dans sa propre langue. Au 2e paragraphe, l'un des hommes avait posé son verre. Au 3e, un autre s'était redressé sur sa chaise. Au 5e, la salle était complètement silencieuse, avec ce type de silence qui pèse plus que n'importe quel bruit. Elle arriva au 7e paragraphe et s'arrêta. Non pas parce qu'elle s'était trompée, non pas parce qu'elle avait oublié un terme ou trébuché sur une construction difficile. Elle s'arrêta parce qu'elle reconnut quelque chose dans le texte qui n'avait rien à voir avec la traduction. C'était une architecture, une structure spécifique dans les clauses secondaires, construite avec cette élégance technique qui semble innocente aux yeux inattentifs, mais qui, pour quelqu'un ayant passé des années à étudier des contrats, a une signature aussi personnelle qu'une écriture manuscrite. La responsabilité totale pour toute irrégularité future était déplacée progressivement, page après page, de tous les signataires principaux vers une seule figure nominale apparaissant à la fin du document. Une figure qui signerait sans savoir ce qu'elle assumait réellement. Valérie connaissait cette technique, elle l'avait vue auparavant. Dans un autre temps, dans un autre document, mais avec la même main invisible derrière chaque mot. « Continue », dit Philippe, et sa voix avait complètement perdu son ton amusé. Elle leva les yeux du papier et le regarda directement. « Puis-je demander qui a rédigé ce contrat ?» Le silence qui s'ensuivit avait une qualité différente. Ce n'était plus de la surprise, c'était autre chose. « Cela ne vous regarde pas », dit l'homme aux lunettes à monture foncée qui se tenait à la gauche de Philippe. « C'est un cabinet en ville ?» insista-t-elle, avec le même calme. « Ma petite dame !» Philippe retrouva son sourire, mais cette fois le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Vous vous êtes très bien débrouillé. Vous savez l'anglais, toutes mes félicitations. Mais la plaisanterie est finie. Vous pouvez laisser le contrat et continuer votre service. » Elle ne déposa pas le document immédiatement. Avant de poser la feuille sur la table, ses yeux avaient déjà trouvé ce qu'elle cherchait. Dans le coin inférieur de la dernière page, un petit tampon avec le nom du cabinet responsable de la rédaction. Fournier & Associés. Le nom la traversa comme un courant froid qui descend le long de la colonne vertébrale et ne s'en va pas. Elle lâcha le contrat, prit le chariot,
sortit de la salle. Aucun des hommes ne dit rien tandis qu'elle sortait. Dans le couloir, avec le chariot devant elle, et le cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité, Valérie Lambert s'arrêta un instant, les yeux fermés. Ses mains étaient fermes. À l'intérieur, quelque chose qui était resté enfermé à double tour pendant si longues années venait d'être déverrouillé. Fournier and Associés. Elle connaissait très bien ce nom. Il y avait un rituel que Valérie accomplissait chaque soir en finissant son service. Elle rangeait les chiffons dans le placard du sous-sol, se lavait les mains aux toilettes du personnel, prenait son vieux sac en cuir marron qu'elle avait acheté en solde des années auparavant et sortait par l'entrée de service sans parler à personne. C'était une sortie de quelqu'un qui n'est pas pressé, mais qui n'a non plus rien qui l'attende dehors pour justifier de s'attarder. Le bus de 23h20 passait devant le bâtiment et elle le prenait toujours. 23 minutes de trajet jusqu'au quartier où elle vivait, dans une rue tranquille de petites maisons, dans une cité HLM de l'autre côté de la ville, loin du centre-ville et de la mer et de tout ce qui brillait. Ce mardi-là, elle resta à regarder par la fenêtre du bus, sans rien voir de ce qui défilait dehors. La ville défilait de l'autre côté de la vitre embuée, des lampadaires et des façades éclairées et des feux jaunes clignotants, mais elle n'était pas là. Elle était 6 ans en arrière. Elle était dans un matin de mars qui avait tranché sa vie en deux avec la précision d'un bon couteau. 6 ans auparavant, Valérie Lambert n'était pas femme de ménage. Elle était traductrice assermentée, avec une entreprise à elle qu'elle avait mis presque 10 ans à bâtir de zéro, commençant par des traductions de manuels techniques qu'elle livrait à des prix dérisoires tout en étudiant pour les certifications dont elle avait besoin. Elle avait commencé dans une chambre de l'appartement où elle vivait avec Léa, alors âgée de 12 ans, en utilisant un ordinateur qu'elle avait acheté en 18 mensualités. Ça avait été lent et épuisant, et parfois très solitaire, mais ça avait marché. Quand l'entreprise eut 5 ans d'existence, Valérie avait un portefeuille stable de clients, des cabinets d'avocats qui avaient besoin de traduction de contrats internationaux, une entreprise de construction qui importait des équipements et avait besoin de manuels techniques traduits, 2 sociétés de commerce extérieur qui dépendaient d'une documentation précise pour les procédures douanières. Elle avait une réputation qu'elle avait bâtie client par client, révision par révision, et qui avait atteint le point où les clients eux-mêmes la recommandaient à d'autres sans qu'elle ait à faire le moindre effort de promotion. C'était le genre d'équilibre qui se construit très lentement et qui, une fois prêt, semble solide, semble permanent. Il ne l'était pas. Un matin de mars, alors qu'elle préparait une traduction pour un nouveau client, un message arriva sur son email professionnel. Il venait d'un autre client, un cabinet d'avocats avec qui elle travaillait depuis 3 ans, et le ton était froid dès la première ligne. Ils avaient reçu une notification officielle que son inscription en tant que traductrice assermentée faisait l'objet d'une enquête, qu'il y avait une plainte concernant des documents frauduleux, que par précaution, il suspendait le partenariat jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Elle avait lu cet email 3 fois, pensant qu'il y avait une erreur, qu'elle s'était trompée de destinataire, qu'il y avait une confusion de noms ou de dossiers qui se résoudrait en un coup de fil. Il n'y en avait pas. Les jours suivants, l'histoire avait pris forme sous ses yeux avec la rapidité de quelque chose qui était déjà prêt et n'attendait que d'être révélé. Elle avait été rattachée à une société écran qui aurait utilisé son numéro d'enregistrement pour valider des contrats frauduleux. Les preuves présentées étaient détaillées et chirurgicales. Elle montrait des copies de documents avec son tampon de traductrice sur des contrats qu'elle n'avait jamais vus. Elle montrait des virements qu'elle n'avait jamais effectués. Elle montrait toute une opération qui avait existé en utilisant son nom comme bouclier, sans qu'elle ne sache rien. Elle avait engagé un avocat. Elle avait présenté des contre-preuves. Elle avait passé des mois en réunions, audiences et conversations qui avaient consumé du temps, de l'argent et une énergie qu'elle n'avait pas à offrir sans cesser de travailler, mais qu'elle devait offrir, parce que ce qui était en jeu était tout ce qu'elle avait construit. Et elle avait perdu. Pas d'un coup. Cela avait été un processus progressif, comme la marée qui monte sans que vous ne vous en rendiez compte jusqu'à ce que l'eau soit déjà à la taille. Client après client, les portes se fermaient. Un avertissement du conseil professionnel, puis un autre,
puis la suspension officielle de son enregistrement. Sans enregistrement, plus de possibilité de signer des documents. Sans possibilité de signer, plus de services. Sans service, plus d'entreprise. En 6 mois, tout était fini. Léa avait 17 ans. Elle avait besoin d'école, de nourriture, d'une mère qui fonctionne. Alors Valérie avait plié le linge, rangé les documents dans la boîte en carton qui était allée au fond du placard et avait accepté le premier emploi venu, qui était un poste de femme de ménage par l'intermédiaire d'une amie de Madame Thérèse Lefebvre, sa voisine. Elle avait accepté parce qu'elle devait, et elle était restée parce que, d'une manière qu'elle n'avait jamais bien réussi à expliquer, la routine silencieuse était devenue une sorte d'étrange bouclier. Avec cet uniforme, avec ce chariot, personne ne lui demandait d'être celle qu'elle avait été. Et pendant longtemps, cela avait suffi pour survivre. Mais tandis que le bus arrivait à son arrêt ce mardi soir et qu'elle descendait pour parcourir le dernier pâté de maison jusqu'à chez elle, Valérie savait que « suffit » était terminé. Fournier and Associés. Le même nom. 6 ans plus tard. Toujours en activité. Toujours en train de rédiger des contrats avec la même structure qu'elle avait reconnue. En marchant sur le pavé irrégulier de la rue, elle sortit de la poche de son tablier le petit carnet à couverture noire qu'elle portait toujours. C'était une vieille habitude de professeur et de traductrice qu'elle n'avait jamais réussi à abandonner. Noter les choses que la tête devait garder, mais que la mémoire trahissait parfois. Là se trouvaient des vocabulaires techniques, des termes juridiques en anglais avec leurs équivalences en français, de petites notes de travail. Et maintenant, sous la lumière jaunâtre d'un réverbère, elle ouvrit le carnet à une page blanche et commença à écrire. Le nom du cabinet. Les clauses qu'elle avait identifiées dans le contrat, autant qu'elle pouvait les reproduire de mémoire. La structure spécifique, la façon dont la responsabilité avait été déplacée, les termes techniques utilisés. Ses doigts bougeaient avec fermeté. À l'intérieur, il y avait une tempête. Mais c'était une tempête qu'elle connaissait. Et cette fois-ci, elle n'était pas disposée à la laisser passer sans réponse. La maison était calme quand elle arriva. Léa avait laissé une lumière allumée dans la cuisine et un mot sur la table. « Il y a du steak frites dans la casserole. Je suis allée me coucher tôt. Demain, j'ai cours tôt. Je t'aime. » Valérie plia le mot avec soin et le mit dans la poche de son tablier qu'elle n'avait pas encore enlevé. Léa avait 23 ans et était en 2e année de comptabilité dans une faculté privée de la ville, payant les frais de scolarité avec un emploi à temps partiel dans un magasin de matériaux de construction de Saint-Denis. Elle se levait à 6 heures, arrivait à la boutique à 7h30, en sortait à 12h30, grignotait quelque chose rapidement, prenait le bus pour la fac, assistait à 3 cours, rentrait vers 10 heures du soir, tous les jours, du lundi au vendredi. Valérie avait regardé sa fille construire cette routine au cours des 2 dernières années avec un mélange d'admiration et de regret qu'elle n'était jamais parvenue à démêler en elle. Admiration parce que Léa avait créé cette structure avec une détermination que personne n'avait eu à lui enseigner. Regret parce qu'aucun enfant ne devrait avoir à mûrir ainsi, si vite, avec si peu de marge d'erreur. Elle réchauffa le dîner, s'assit à table et resta à regarder son assiette. Puis elle ouvrit le petit carnet et relut ce qu'elle avait écrit sur le chemin du retour. Il y avait une question qu'elle ne cessait de se poser, qui était née dans le couloir du 18e étage et qui avait grandi en elle pendant tout le trajet du retour. Si le cabinet Fournier & Associés rédigeait des contrats avec cette structure précise 6 ans après ce qui lui était arrivé, y avait-il d'autres personnes qui avaient vécu ce qu'elle avait vécu? Et si oui, où étaient les preuves? Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Les 3 jours qui suivirent, Valérie alla au travail comme si rien n'avait changé. C'était une décision consciente, bien que pas complètement articulée. Il y avait quelque chose d'instinctif dans la manière dont elle avait décidé de tout garder exactement pareil. Même heure d'arrivée, même parcours dans la tour, même attitude discrète, la même façon d'entrer dans chaque pièce, de faire le travail et d'en sortir sans laisser de traces de sa présence, autre qu'un sol propre et des toilettes rangées. Mais le 18e étage avait changé. Pas de manière flagrante. Les pièces étaient toujours au même endroit, les mêmes tableaux au mur, les mêmes plantes dans les coins.
Mais la porte de la salle de réunion, qui restait auparavant entr'ouverte pendant les heures de travail et que Valérie avait passé des années à peine à remarquer, était désormais toujours fermée, et les documents qu'elle voyait habituellement éparpillés sur les tables quand elle entrait pour nettoyer avaient disparu, remplacés par des surfaces vides, qui suggéraient que les choses importantes étaient rangées avant son arrivée. Philippe Morel l'avait remarqué. Elle n'avait pas besoin de confirmation explicite pour le savoir. C'était le genre de choses qu'une femme apprend à percevoir après des années dans une position où tout le monde l'ignore. Quand les gens cessent soudainement de l'ignorer, le changement flotte dans l'air comme une odeur différente. Le jeudi de la même semaine, elle passait la serpillière dans le couloir près de la salle quand elle entendit des voix derrière la porte fermée. Elle n'essayait pas d'écouter. Elle faisait juste son travail. La serpillière au sol et la tête tournée vers le mur, mais la tour avait l'acoustique traîtresse des longs couloirs, qui portent le son d'une manière que les architectes n'avaient probablement pas calculée. Et le nom qui lui parvint la fit s'arrêter une fraction de seconde. Fournier. Cela suffisait. Elle continua d'avancer, lentement, au même rythme que toujours. Mais le mot était entré en elle et y était resté, petit et solide comme un fragment de quelque chose qui continuera de faire mal jusqu'à être retiré. Ce fut Léa qui s'aperçut la première que quelque chose avait changé chez sa mère. Elles dînaient ensemble 3, peut-être 4 fois par semaine selon les horaires de la fac. C'était le moment qu'elles avaient pour se voir vraiment, pas seulement se croiser dans la cuisine pendant que l'une arrivait et que l'autre partait. Et ce vendredi soir, assises à table avec le ventilateur qui tournait dans le coin et le steak frites encore chaud, Valérie était restée silencieuse trop longtemps pour que ce soit normal. Léa posa sa fourchette. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien. Je suis fatiguée. » Ce n'est pas de la fatigue. Léa la connaissait trop bien pour cela. Tu fais cette tête que tu fais quand tu penses à quelque chose dont tu ne veux pas parler. Valérie resta un moment à regarder son assiette. Il y avait un calcul qu'elle faisait en elle-même depuis mardi. Combien dire, à qui le dire, quand le dire? Léa avait 23 ans. Elle était submergée par le travail et les études, et elle avait passé les 6 dernières années à reconstruire une vie sur ce qui restait après l'effondrement de celle de sa mère. Remuer tout cela avait un poids que Valérie devait évaluer avant de le déposer sur les épaules de sa fille. Mais Léa était aussi la personne en qui elle avait le plus confiance au monde, et porter cela seule commençait à être trop lourd. « Il s'est passé quelque chose au travail, » dit-elle enfin. Elle raconta avec précaution. Pas tout d'un coup. Elle commença par le pari, par le document en anglais, par la traduction, par le silence qui était tombé dans la salle pendant qu'elle lisait. Léa écouta sans l'interrompre, les coudes sur la table et le visage légèrement penché en avant, dans cette posture qu'elle avait développée depuis petite, quand quelque chose méritait vraiment son attention. « Et le nom du cabinet ?» demanda-t-elle quand Valérie s'arrêta. « Fournier & Associés. » L'expression de Léa changea subtilement. Elle avait 15 ans quand le scandale avait éclaté, mais elle avait suivi tout cela d'assez près pour que ce nom reste gravé. « Tu es sûre ?» J'ai vu le cachet de mes propres yeux. Léa resta silencieuse un moment. Puis elle se leva, alla dans sa chambre, revint avec son ordinateur portable ouvert et le posa sur la table en poussant doucement les assiettes sur le côté. « Dis-moi tout ce dont tu te souviens du contrat, » dit-elle en se rasseyant. « La structure, les termes, ce que tu as reconnu. Léa, tu as un examen lundi. Maman, dis-moi. » Valérie passa l'heure et demie suivante à décrire ce qu'elle avait vu et entendu. Léa prenait des notes sur un bloc, faisait des recherches, revenait pour demander des détails. Il était presque minuit quand elle leva les yeux de l'écran avec une expression que Valérie ne parvint pas à déchiffrer complètement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Valérie. « Le cabinet a un enregistrement actif et en règle. Aucune procédure publique, rien qui apparaît dans une recherche simple. » Léa ferma lentement son ordinateur. « Maman, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» Valérie regarda la table un moment, les assiettes poussées sur le côté, les miettes de pain restantes, le bloc-notes ouvert avec l'écriture de Léa couvrant la moitié de la feuille. « Je ne sais pas encore exactement, » dit-elle. « Mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et si c'est ce que je pense ?» Léa ne dit rien un instant, puis elle dit « Je vais t'aider. C'était aussi simple que ça. »
Et Valérie sut, en entendant ces 3 mots prononcés avec ce calme de quelqu'un qui a déjà décidé, que ce qui avait commencé au 18e étage avait trouvé son chemin jusque chez elle. Il y avait une personne que Valérie savait capable de répondre au moins à certaines des questions qui s'accumulaient. Une personne qui connaissait la ville et ses habitants d'une manière qu'aucun fichier informatique ne pouvait reproduire. Madame Thérèse Lefebvre vivait depuis 43 ans dans la maison voisine de celle de Valérie. Elle avait 71 ans, des cheveux entièrement blancs qu'elle portait en un chignon simple, attaché à la nuque, et cette manière de se déplacer et de parler de quelqu'un qui n'a jamais été pressé, parce qu'elle avait appris tôt que la hâte est l'ennemi de ce qui compte. Elle avait passé 28 ans à travailler dans une étude notariale du centre-ville, où elle avait traité un volume absurde de documents d'enregistrement d'entreprises, de contrats, d'actes et de transferts. Elle avait pris sa retraite 6 ans plus tôt, avec la connaissance accumulée de quelqu'un qui avait vu la ville changer 3 fois entre ses propres mains. C'était aussi la personne qui avait gardé Léa les mardis après-midi quand la fillette avait 12 ans et que sa mère avait des réunions de travail. La personne qui avait appris à Léa à faire du pain d'épices, à jouer aux dames et à distinguer une plante en bonne santé d'une autre qui avait besoin de plus d'eau. La personne qui, lorsque le scandale avait détruit la vie de Valérie, avait frappé à la porte avec un pot de soupe et s'était assise dans la cuisine sans avoir besoin de dire quoi que ce soit de spécial, juste en étant là. Le samedi matin, Valérie s'y rendit avec 2 cafés et un sachet de gougères qu'elle avait acheté à la boulangerie du coin. Madame Thérèse Lefebvre ouvrit la porte avant même qu'elle ne frappe. « J'ai vu ta lumière allumée jusqu'à presque 1h du matin. » Elle prit l'un des cafés. Entre, la maison de Madame Thérèse Lefebvre sentait la lavande et les vieux livres. Il y avait des plantes partout, aux fenêtres, sur les étagères, dans un minuscule jardin intérieur, qu'elle entretenait avec une dévotion qui montrait clairement que pour elle, ces plantes n'étaient pas de la décoration, mais de la compagnie. Sur le canapé, il y avait une pelote de laine grise et un tricot à moitié fini, un pull qu'elle faisait pour la petite fille d'une amie. Elles s'assirent à la table de la cuisine, comme elles le faisaient toujours quand il y avait un sujet sérieux à aborder. « Fournier, un associé, » dit Valérie, après une gorgée de café. Madame Thérèse Lefebvre posa sa tasse d'un geste lent et délibéré. « Je connais ce nom. Sais-tu qui est derrière ?» La vieille femme la regarda un instant avec ses yeux qui avaient le don de voir plus que ce que les gens montraient habituellement. « Julien Fournier est l'associé principal, » dit-elle enfin. « Avocat. Il a travaillé dans un grand cabinet du centre-ville avant d'ouvrir le sien. Un homme d'une 50aine d'années maintenant, les cheveux foncés avec des tempes grises. » Elle fit une pause. « C'est lui, n'est-ce pas? La personne derrière ce qui t'est arrivé. » Valérie n'avait pas raconté tous les détails à Madame Thérèse Lefebvre à l'époque, mais la voisine était de ces personnes qui prêtent attention au pli des histoires, même quand personne ne le leur demande. « Je le crois, » dit Valérie. Mais le nom qui apparaissait dans les documents du procès intenté contre moi était celui d'une entreprise, pas d'une personne physique. Je n'ai jamais réussi à remonter jusqu'à lui directement. Madame Thérèse Lefebvre resta silencieuse un moment. Du jardin intérieur venait le bruit d'un vent léger passant à travers les feuilles. « Il y a une chose que je ne t'ai jamais racontée, » dit-elle. « 2 ans après ce qui t'est arrivé, une autre traductrice assermentée de la ville a vu son agrément suspendu. L'histoire ressemblait à la tienne. Accusation de documents frauduleux, preuves présentées, procès rapide. » Elle regarda Valérie. « Je ne t'en ai pas parlé à l'époque parce que tu avais déjà quitté le métier et je ne voulais pas rouvrir une blessure qui semblait commencer à se refermer. Mais je l'ai su parce que cette femme était une connaissance d'une collègue de l'étude. » Valérie sentit son estomac se serrer. « Tu connais son nom ?»« Valérie Dupont. Elle travaillait pour un cabinet du centre-ville. » Madame Thérèse Lefebvre croisa les doigts sur la table. « Je ne sais pas si elle est encore en ville, mais je peux essayer de le découvrir. » « Madame Thérèse Lefebvre, tu penses que c'est le même... »« Je pense que tu n'as été ni la première ni la dernière, » dit la vieille dame, avec cette clarté directe que seules les personnes qui ont beaucoup vu de la vie peuvent avoir sans paraître cruelles. « Et je pense que s'il existe un moyen de le prouver, tu devrais le chercher. » Elle reprit sa tasse. « Mais avec prudence, celui qui t'a fait ça une fois peut le refaire s'il se sent menacé. » C'était un avertissement que Valérie n'avait pas besoin d'entendre pour comprendre, mais l'entendre à voix haute, prononcé par la femme qui connaissait le mieux les silences et les contours de sa vie,
rendit tout plus concret d'une manière dont elle avait besoin qu'il en soit ainsi. Le lundi suivant, une chose arriva à laquelle elle ne s'attendait pas. Il était presque 10 heures du soir et elle finissait de nettoyer le couloir du 18e étage quand elle entendit des pas derrière elle. Des pas différents des habituels, plus hésitants, du genre qui font un bruit supplémentaire sur le sol à cause de l'incertitude de quelqu'un qui avance mais n'est pas tout à fait sûr de devoir le faire. Elle se retourna. Il était l'un des hommes du salon de la semaine précédente. Le plus jeune du groupe, celui qui était resté légèrement à l'écart des autres pendant la traduction, celui qui avait eu cette expression qu'elle n'avait pas réussi à identifier complètement sur le moment et que maintenant, en le regardant en face, elle reconnaissait comme le malaise de quelqu'un qui voit quelque chose qu'il ne peut pas simplement ignorer. Il avait une trentaine d'années, cheveux foncés, visage ouvert, une cravate légèrement desserrée qui suggérait qu'il était à la fin d'une longue journée. Il regarda des deux côtés du couloir avant de parler, vérifiant qu'ils étaient seuls. « Je m'appelle Thomas Bernard, » dit-il à voix basse. « Je travaille avec l'équipe de Philippe Morel depuis 2 ans. » Valérie ne dit rien. Elle attendit. « Quand tu as lu ce contrat la semaine dernière, » continua-t-il, « j'ai vu ce que tu as remarqué. La partie des clauses. Tu t'es arrêté au milieu de la lecture et tu as posé une question sur le cabinet. » Il prit une petite inspiration. « Je travaille sur ces documents depuis des mois, et il y a des structures dedans qui me dérangent depuis le début, mais que je n'ai jamais assez bien comprises pour savoir si c'était un vrai problème ou si j'étais paranoïaque. »« Et alors ?» dit-elle. La prudence dans sa voix n'était pas de la grossièreté. C'était simplement le résultat de 6 années à apprendre que la générosité prématurée a un coût que l'on paie plus tard. « Tu as reconnu le schéma, dit-il, et si tu l'as reconnu, c'est que tu l'as déjà vu ailleurs, dans un autre contexte. » Elle l'étudia un moment, la façon dont il tenait sa cravate, légèrement écartée du nœud, comme quelqu'un qui avait besoin d'un geste physique pour accompagner la décision qu'il prenait. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda-t-elle. « Parce que j'ai besoin de savoir si j'ai raison dans ce que je soupçonne. » Il marqua une pause. « Et parce que si j'ai raison, je ne veux pas faire partie de ça. Tu comprends qu'en me cherchant, tu te mets dans une position délicate ? Je comprends. » Elle le regarda encore un moment. « Je ne vais rien te promettre, » dit-elle, « mais tu peux continuer. » Thomas prit une profonde inspiration. « J'ai des images de contrats que j'ai photographiées ces derniers mois, dans mon téléphone, avec un mot de passe. Je les ai gardées parce que je sentais qu'elles pourraient être utiles un jour, sans savoir exactement pourquoi. » Il mit la main dans la poche de son veston, mais ne sortit pas encore l'appareil. « Si tu acceptes de les voir, tu pourras me dire si ce que je vois correspond à ce que tu as remarqué. Apporte-les la semaine prochaine, dit-elle. Même heure, même couloir. » Il acquiesça et repartit vers l'ascenseur, avec ses pas légèrement hésitants d'avant, mais maintenant il y avait quelque chose de différent en eux. Il semblait plus décidé. Valérie resta à regarder l'endroit où il se tenait, jusqu'à ce que le couloir soit complètement vide à nouveau. Puis, elle retourna vers le chariot. La prudence lui disait de ne pas faire confiance. L'expérience disait la même chose. Mais il y avait quelque chose dans l'expression de ce jeune homme, dans ce malaise spécifique de quelqu'un qui porte un poids qu'il n'a pas demandé, qu'elle reconnaissait parce qu'elle l'avait ressenti pendant des mois, avant que tout ne s'effondre. Elle allait voir les images. Et ensuite, elle déciderait. Elle ne parla pas tout de suite de Thomas à Léa. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour évaluer, pour comprendre ce que cette rencontre signifiait dans le tableau plus large qu'elle essayait de construire. Mais il y avait une autre chose qui lui trottait dans la tête depuis la conversation avec Madame Thérèse et qu'elle décida d'explorer avant toute autre chose. Léa avait trouvé le profil de Valérie Dupont sur un réseau social et lui avait envoyé un message en se présentant comme une étudiante en comptabilité, faisant une recherche sur des irrégularités dans les dossiers professionnels, un cadre suffisamment technique et suffisamment vague pour ne pas éveiller les soupçons, mais suffisamment spécifique pour arriver là où il fallait. La réponse était arrivée en moins de 15 minutes. « Bien sûr, quand voulez-vous parler ?» Elles fixèrent un rendez-vous pour le mardi suivant dans l'après-midi. Valérie Dupont habitait dans un quartier résidentiel tranquille, à une vingtaine de minutes en bus de chez Valérie Lambert. Une maison de taille moyenne avec une petite terrasse où se trouvait une balançoire et 3 pots de bégonia roses. Elle les reçut à la porte
avec un sourire qui vacilla légèrement en voyant que Léa avait amené sa mère. « Je ne savais pas que vous viendriez accompagner, » dit Valérie Dupont. « Désolé de ne pas avoir prévenu, » répondit Léa. « Ma mère a un contexte qui pourrait être pertinent pour la conversation. » Valérie Dupont ouvrit la porte plus grand. « Entrez. » Le salon était rangé avec ce genre d'ordre qui n'est pas de la décoration mais une nécessité, celui qui vient de quelqu'un ayant traversé un moment où le chaos avait pris le dessus et qui, depuis, garde tout en place comme un moyen de contrôler quelque chose. Il y avait une bibliothèque pleine de livres, la plupart avec des marque-pages glissés entre les pages. Des photos étaient accrochées au mur, mais aucune qu'elle n'avait pris le temps de regarder attentivement en entrant. « J'ai été traductrice assermentée, » dit Valérie Lambert avant même qu'il n'y ait de conversation de présentation ou de mise en contexte. « Mon inscription a été suspendue il y a 6 ans. Le cabinet impliqué dans la procédure contre moi s'appelait, à l'époque, Fournier & Associés. » Le sourire qui restait sur le visage de Valérie Dupont disparut complètement. « Entrez et asseyez-vous, » dit-elle. Les deux Valérie discutèrent pendant près de 3 heures. L'histoire de Valérie Dupont était parallèle à celle de Lambert d'une manière qui faisait prendre des notes à Léa d'une main légèrement tremblante. Les mêmes schémas, la même structure d'accusation, la même rapidité avec laquelle la procédure avait avancé, la même impossibilité pratique de se défendre avec les ressources disponibles. Mais il y avait une différence importante. Valérie Dupont avait conservé tous les documents de la procédure ouverte contre elle. Chaque feuille, chaque notification, chaque rapport technique présenté par la partie adverse. Et parmi ces documents, il y avait quelque chose que Valérie Lambert n'avait pas espéré trouver. Un rapport technique signé par un expert engagé par la partie adverse. Le genre de document qui, dans une telle procédure, agit comme la voix la plus importante. L'avis qui pèse plus que toute défense parce qu'il vient de quelqu'un présenté comme neutre et spécialisé. Le nom de l'expert était Julien Fournier. Il avait été engagé comme expert indépendant pour évaluer la documentation de Valérie Dupont, et son rapport avait été l'élément qui avait pesé de manière décisive dans la procédure de suspension de l'inscription. « Mais il y a autre chose », dit Valérie Dupont se levant et allant vers un tiroir de la bibliothèque. Elle revint avec un dossier jauni par le temps. L'adresse professionnelle qu'il a utilisée dans ce rapport, en tant qu'expert indépendant, était celle du même cabinet qui avait rédigé les contrats de l'entreprise qui m'a accusé. Valérie Lambert regarda le rapport. « Il a été l'expert technique de votre procédure et le rédacteur des contrats de l'autre partie en même temps. »« En même temps », confirma Valérie Dupont. Mais personne ne l'avait remarqué parce qu'à l'époque, il exerçait sous un nom différent. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'il a officiellement créé Fournier & Associés. Il y eut un silence dans le salon qui n'était pas vide. C'était le genre de silence qui se produit quand plusieurs personnes réalisent en même temps que les pièces d'une histoire qui semblait décousue s'emboîtent. « Vous avez gardé une copie de ce rapport ?» demanda Léa. « J'ai l'original. » Léa regarda sa mère. Valérie Lambert la regarda en retour. Et entre elles passa la compréhension silencieuse qu'elles étaient arrivées à un endroit où ni l'une ni l'autre n'était parvenue seule. Dans la semaine qui suivit, Léa passa presque toutes ses nuits penchée sur les registres publics de l'état civil, cherchant le fil qui reliait les noms et les dates. C'était un travail lent, répétitif, qui exigeait la patience de quelqu'un qui sait que les documents livrent rarement tout d'un coup, mais qui, lorsqu'ils sont lus avec suffisamment d'attention, construisent des récits entiers. Elle l'avait appris à l'université, dans un module d'audit qu'elle avait d'abord trouvé ennuyeux et qui, soudain, semblait avoir été fait spécifiquement pour ce moment-là. Les registres de création d'entreprise, l'historique des modifications de la société, les contrats archivés qui devenaient publics après un certain temps. Chaque nom en menait à un autre. Chaque date ouvrait une fenêtre sur une autre date. Un samedi après-midi, elle appela sa mère devant l'ordinateur. « Regarde », dit-elle, pointant l'écran avec un stylo. Il y avait une ligne. L'ancien cabinet d'Adriano Braga, avant l'ouverture officielle de Fournier & Associés, avait fourni des services de conseil juridique à une entreprise appelée Morel Participation. La société avait été dissoute, mais l'historique des contrats était archivé. « Il travaillait pour Morel », dit Valérie, plus pour elle-même que pour sa fille. « Pendant au moins 7 ans avant que vous ne soyez accusé », confirma Léa. «
et regarde la date de ce contrat spécifique. Elle cliqua et ouvrit un fichier numérisé. C'était un contrat de prestation de services juridiques entre le cabinet de Braga et Morel Participation. La data était du même mois où la procédure contre Valérie avait été ouverte. Valérie resta à regarder l'écran un moment, sans rien dire. Il y avait là la réponse à la question qu'elle avait portée en elle pendant 6 ans. La question qui revenait à 3 heures du matin quand le sommeil ne venait pas, pourquoi elle? Pourquoi elle spécifiquement, alors qu'il y avait d'autres traducteurs plus connus, des entreprises plus grandes? Parce qu'elle avait traduit un contrat pour l'entreprise de Morel. Un contrat pour l'importation d'équipements, il y a 6 ans, qu'elle avait livré avec des annotations techniques dans les marges, comme c'était son habitude professionnelle. Des annotations qui avaient identifié exactement le type de clause qu'elle avait reconnu dans la salle de réunion. Les annotations étaient allées avec la traduction livrées aux clients comme faisant partie du service qu'elle offrait toujours, parce qu'elle pensait que c'était la responsabilité d'une bonne traductrice non seulement de convertir les mots, mais de signaler ce qui méritait attention. Quelqu'un avait lu ces annotations, avait réalisé qu'elle savait ce qu'elle voyait, et avait agi avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit avec cette connaissance. Elle n'avait pas été choisie par hasard. Elle avait été réduite au silence parce qu'elle était dangereuse pour quelqu'un. « Léa, dit-elle, d'une voix plus calme qu'elle ne s'y attendait, j'ai besoin de la copie du contrat que j'ai traduit pour l'entreprise de Morel il y a 6 ans. Tu l'as encore? Oui, dans la boîte en carton du placard. Ouvrir cette boîte avait un poids que Valérie avait repoussé pendant 6 ans. C'était une boîte en carton renforcée, avec le couvercle fermé par du ruban adhésif qui avait jauni, rangé au fond du placard derrière une couverture qu'elle n'utilisait plus. Elle avait transporté cela dans la nouvelle maison sans l'ouvrir, comme quelqu'un qui porte une valise de voyage qu'il ne veut pas déballer, parce qu'il sait que ça fera mal de voir ce qu'il y a dedans. Il était presque 11 heures du soir quand elle tira la boîte au centre de la chambre, s'assit par terre à côté et enleva le ruban adhésif lentement. À l'intérieur, il y avait le passé. Une vie entière de documents professionnels, des contrats de prestation de services avec des clients, des copies de traduction livrées, des reçus de paiement, des certificats et des diplômes qui avaient été retirés du mur du bureau après la fermeture et rangés là parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit où les mettre. Il lui fallut presque 1 heure pour trouver ce qu'elle cherchait. Le contrat de prestation de service avec Morel Participation. Date, 6 ans et 4 mois plus tôt. Et avec le contrat, la copie de la traduction qu'elle avait livrée, avec les annotations techniques écrites à la main dans les marges, son écriture petite et précise, en bleu, soulignant les clauses qui méritaient une révision avant toute signature. Et au fond du dossier, l'accusé de réception par email confirmant que la traduction avec les annotations avait été envoyée à l'adresse de l'entreprise du client. L'adresse était celle de Morel Participation. Elle resta longtemps à regarder ce papier dans le silence de la chambre. Puis elle rangea le tout avec soin dans un nouveau dossier que Léa avait acheté pour organiser les documents. Chaque papier à sa place. Chaque date visible. Il était tard quand elle eut fini. Mais elle n'avait pas sommeil. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, on continue. Le lundi suivant, Thomas la rencontra dans le couloir comme convenu. Il sortit son téléphone de la poche de son veston et tourna l'écran vers elle sans dire un mot. Valérie fit défiler les images lentement, une par une, en prêtant attention à chaque page photographiée. Il y avait 15 contrats différents, à divers stades de signature. Dans 7 d'entre eux, elle identifia la structure qu'elle avait reconnue dans le salon, le transfert progressif de responsabilité vers un signataire secondaire, rédigé avec des variations subtiles, mais avec la même logique sous-jacente. Dans 3 des contrats, le signataire secondaire n'était identifié que par un numéro d'enregistrement, sans nom visible sur les pages photographiées. « Tu sais qui signe comme signataire secondaire dans ceux-ci » demanda-t-elle en gardant la voix basse. « Je n'ai pas accès direct à cette information. Les contrats sont présentés déjà au stade finaux, et la partie du signataire secondaire se trouve dans une section à laquelle seuls les associés principaux ont accès. » Il marqua une pause. « Mais je peux vérifier dans les archives physiques.
Il y a des documents papier qui n'existent dans aucun système numérique. Thomas, dit-elle en le regardant droit dans les yeux, avant que tu ne creuses trop, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Je connais l'historique de ces gens. Ils ont déjà vu quelqu'un remarquer ce que tu es en train de remarquer, et quand c'est arrivé, ils n'ont pas tardé à agir. Il resta à regarder le sol brillant du couloir. Tu me dis de faire attention. Je te dis de t'assurer que tu veux continuer. Un silence s'installa, tandis qu'il pesait cela. J'ai déjà essayé de ne pas continuer, dit-il enfin. Je n'y arrive pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir vues. Elle comprit. C'était exactement ainsi qu'avaient sonné ses propres annotations techniques sur ce contrat 6 ans plus tôt. L'incapacité de voir une irrégularité et de simplement passer outre. Alors fais attention, dit-elle, et ne parle à personne d'autre que moi de ça. Cette même semaine, Léa prit contact avec un professeur de l'université qui avait été mentionné lors d'un séminaire sur les irrégularités contractuelles. Le professeur Étienne Giroux avait 56 ans et avait passé près de 15 d'entre eux comme expert en contrat d'entreprise avant de se tourner vers l'enseignement. C'était le genre d'homme qui parle peu, mais avec une précision absolue, qui ne confirme pas ce qu'il n'a pas vérifié, mais qui, quand il confirme avec le poids de quelqu'un qui a des bases solides. Léa avait envoyé un résumé de la situation par message. La réponse était arrivée l'après-midi même. Vous pouvez m'envoyer la documentation. Je l'analyserai avant toute réunion. Il y eut 3 jours d'attente pendant qu'Étienne analysait ce qu'il avait reçu. 3 jours où Valérie alla travailler normalement, poussa le chariot dans les mêmes couloirs, nettoya les mêmes toilettes et attendit avec la patience qu'elle avait apprise à la dure pendant 6 ans de vie. Le message arriva un jeudi soir. Il y a un schéma cohérent. J'ai besoin de voir les documents originaux en personne. Quand pouvez-vous? La réunion fut fixée au mardi suivant dans le petit bureau qu'Étienne occupait à l'université. Dans le bureau d'Étienne Giroux, avec ses livres de droit contractuel empilés de tous les côtés, et une fenêtre donnant sur la cour intérieure où passaient les étudiants, Valérie Lambert étala les documents sur la table avec le même calme qu'elle avait mis à les organiser la veille au soir. Valérie Dupont était à ses côtés avec son propre dossier. Léa Lambert de l'autre côté avec les fichiers numérisés sur son ordinateur portable. Étienne écouta tout sans interrompre. Il prenait des notes sur un bloc de papier avec un stylo bleu, revenait aux pages, comparait les dates, soulevait les documents à la lumière de la fenêtre avec cette attention de quelqu'un qui cherche quelque chose de précis. Quand les 3 femmes eurent fini leur présentation, il resta silencieux pendant près de 2 minutes. Un silence qui semblait plus long qu'il ne l'était parce qu'il était empli de choses en cours de réflexion. « Le schéma est clair, dit-il enfin. J'ai vu des structures similaires au cours de ma carrière, mais rarement avec une documentation aussi cohérente reliant les affaires. » Il regarda Valérie Lambert. « Ce que vous avez ici suffit à fonder une demande de révision de votre dossier. Pour engager directement la responsabilité des parties impliquées dans ce qui vous est arrivé, il faudrait une procédure séparée et bien plus longue. Pour l'instant, je n'ai besoin que de la révision du dossier, dit Valérie. Le reste est une question qui me dépasse. Étienne acquiesça. Il existe une voie pour réviser les suspensions de dossier dans les cas où des preuves ultérieures suggèrent une irrégularité dans la procédure initiale. C'est bureaucratique, ça prend du temps, mais c'est solide. Il rassembla les papiers qu'il avait mis de côté. Je vais vous guider sur la façon de lancer cette demande, mais j'ai besoin d'une chose de plus. Quoi? Un expert indépendant pour évaluer le matériel et émettre une note technique avant que vous ne déposiez la demande officielle. Cela renforce considérablement votre position. Je connais quelqu'un qui a travaillé sur des affaires similaires. Je peux le contacter. Vous pouvez, dit Valérie. Et pour la première fois en 6 ans, il y avait un chemin réel devant elle. Pas un espoir vague, pas une possibilité lointaine. Un chemin avec des étapes concrètes et des personnes concrètes et des documents qui existaient et pouvaient être présentés. C'était suffisant pour commencer à respirer différemment. Le problème vint de là où elle s'y attendait. Gérard, son superviseur à l'entreprise de ménage, l'appela un jeudi matin dans le petit bureau situé au sous-sol de la Tour de l'Océan, où il gérait la logistique des horaires et du matériel. Il avait l'expression de quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle et qui ne sait pas exactement comment l'annoncer. « J'ai reçu un appel, dit-il,
sans la regarder au début. Au sujet de votre historique professionnel antérieur. Valérie ne dit rien. Elle attendit. Quelqu'un a suggéré que je vérifie vos documents plus attentivement, qu'il y aurait des irrégularités dans votre historique qui seraient pertinentes pour l'entreprise. Vous avez vérifié ? Demanda-t-elle calmement. J'ai vérifié. Il la regarda enfin. La fiche que vous avez remplie lors de votre embauche ne comportait aucune question sur votre historique professionnel dans un autre domaine. Ce qui est arrivé avec votre dossier de traductrice n'a aucun rapport avec le travail que vous faites ici. Il s'arrêta. Mais je dois demander, avez-vous un problème avec quelqu'un de la Tour de l'Océan? Elle aurait pu esquiver. Elle aurait pu dire qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Mais Gérard l'avait défendu sans qu'elle le demande, et cela méritait de l'honnêteté. Il y a une personne qui préférerait que je ne sois pas à cet étage, dit-elle, pour des raisons personnelles, sans lien avec le service. Puis-je demander pourquoi? C'est une ancienne affaire que j'essaie de régler. Cela ne pose aucun problème pour l'entreprise, je vous donne ma parole. Gérard la regarda un moment, puis il frappa légèrement le plat de la main sur la table. Votre parole me suffit, mais restez prudente. Des gens comme ça n'abandonnent pas facilement. Elle sortit du bureau et resta un instant immobile dans le couloir du sous-sol. La lumière au néon bourdonnait doucement au-dessus de sa tête. Philippe Morel avait tenté de la faire licencier par son travail. Il avait échoué à cause de l'intégrité d'un homme obèse d'âge moyen qui tapait son stylo sur la table quand il était nerveux. Mais l'échec ne le ferait pas s'arrêter. Il le ferait essayer autrement. Elle devait être plus rapide. Ce soir-là, elle raconta à Léa ce qui s'était passé. Léa écouta, les bras croisés et la mâchoire légèrement serrée. « Maman, il faut accélérer tout ça. Ce n'est plus seulement le dossier. Il essaie de te faire virer du seul boulot que tu as en ce moment. » « Je sais. Envoie le reste des documents au professeur Étienne aujourd'hui. » Léa se leva et alla chercher le dossier de documents. « Et je dois te dire une chose que je ne t'ai pas dite avant parce que je n'étais pas encore sûr. » Valérie attendit. « J'ai fait un relevé des contrats que Thomas a photographiés. Dans 2 cas, j'ai réussi à identifier qui seraient les signataires secondaires à partir des numéros d'enregistrement sur les documents, en les croisant avec des informations publiques. » Elle ouvrit le dossier. Les 2 sont des petits fournisseurs, des personnes physiques ou des micro-entreprises. Dans les 2 cas, les clauses de responsabilité qu'ils ont signées les placeraient dans une position où ils devraient assumer des obligations qui vont bien au-delà de ce qu'un fournisseur de leur taille pourrait honorer. Valérie regarda sa fille. Ils ont signé? L'un a déjà signé. L'autre pas encore. Une réunion est prévue pour la semaine prochaine. Il y avait un poids nouveau dans la pièce. « Léa, dit Valérie lentement, si ce fournisseur signe sans savoir ce qu'il assume, je sais, dit Léa. Il faut faire quelque chose. C'est Étienne Giroux qui trouva la solution. Quand Valérie lui expliqua la situation du fournisseur qui allait signer, il resta silencieux un moment. Puis il dit qu'il y avait une possibilité. En tant que professeur spécialisé en droit des contrats, il avait des relations avec plusieurs professionnels du domaine dans la région. Quelqu'un de confiance réciproque pourrait, sans citer de sources spécifiques, recommander au fournisseur de demander une révision technique du contrat avant de signer. C'était le genre de conseil que tout bon avocat donnerait à tout client avant une signature importante. Ce ne serait pas une dénonciation. Ce ne serait pas une exposition. Ce serait simplement un professionnel avertissant un autre qu'il valait la peine de vérifier avant de signer. La connexion fut faite via un intermédiaire, discrète, avec des degrés de séparation suffisants pour protéger tous les impliqués. 3 jours plus tard, Thomas envoya un message d'un seul mot. Annulé. Le fournisseur avait demandé un délai pour une révision supplémentaire. Le contrat avait été suspendu. La réunion de signature avait été décommandée sans explication formelle. Valérie resta à regarder ce message sur son téléphone, assise dans le bus qui la ramenait chez elle, encore en uniforme et son sac sur les genoux. Dehors, la ville défilait à la vitesse des soirées de semaine, des lampadaires, des trottoirs et des fenêtres éclairées. Elle n'avait pas fait de discours. Elle n'avait confronté personne. Elle avait utilisé ce qu'elle avait toujours eu, la connaissance, l'attention, la capacité de voir ce que les autres jugeaient impossible qu'elle voie. Et elle avait utilisé cela pour protéger quelqu'un qui ne savait même pas qu'il avait besoin de protection.
Pendant un instant, là dans le bus avec l'odeur d'air chaud et de gens fatigués, elle se permit de ressentir quelque chose qu'elle avait gardé longtemps. Ce n'était pas de la vengeance, c'était quelque chose de plus propre que ça. C'était la sensation que ce qui avait été fait avec elle n'était plus seulement en train de détruire. C'était en train d'être inversé, lentement, sans fanfare, mais pour de vrai. Philippe Morel apprit l'annulation le lendemain. Valérie ne savait pas comment il l'avait su si vite, mais les faits étaient visibles même à distance. Elle arriva au travail le lendemain matin, et l'ambiance au 18e étage avait changé d'une manière qu'elle ressentait plus qu'elle ne voyait. Des voix plus basses, des gens plus renfermés, des réunions qui se tenaient auparavant dans le couloir se déroulaient désormais à l'intérieur des bureaux, portes fermées. Thomas avait disparu de l'étage. Elle apprit plus tard, par une conversation surprise entre deux employés dans le couloir, qu'il avait demandé des congés de dernière minute et que personne ne savait quand il reviendrait. C'était un mauvais signe. Mais c'était aussi le signe qu'il avait eu le temps de faire ce qu'il devait faire avant de partir. Le jeudi de la même semaine, elle trouva une enveloppe pliée sous la poignée du placard du personnel au sous-sol avec son nom écrit en petites lettres et sans signature. À l'intérieur, il y avait une feuille pliée en 4, avec une seule ligne écrite « Dossier C7 sur le serveur physique, deuxième armoire de la salle 1802. Prends un appareil photo. » Elle brûla le papier dans les toilettes et jeta la cendre dans l'évacuation. Elle n'avait pas d'appareil photo à sa disposition, mais elle avait son téléphone, avec une résolution suffisante pour documenter ce qui était nécessaire. Et il y avait la nuit du service de vendredi, quand l'étage devenait généralement plus vide plus tôt. Le vendredi, elle attendit. Elle fit son service avec le calme habituel, salle par salle, couloir par couloir. Quand elle arriva à la salle 1802, une salle d'archives rarement utilisée, dont la clé était accrochée à un crochet dans la salle de repos du personnel, elle avait le téléphone dans la poche de son tablier et le cœur battant à un rythme qu'elle avait décidé de ne pas laisser paraître dans sa respiration. La salle était sombre. Elle alluma la petite lumière dans le coin, suffisante pour ne pas attirer l'attention par la fente de la porte. La deuxième armoire était déverrouillée. Dans le dossier identifié comme C7, il y avait des impressions d'emails internes. Pas beaucoup, seulement 6 pages. Mais ce qu'il y avait dans ces 6 pages suffisait à la figer un instant avant qu'elle ne commence à photographier. Les emails étaient des échanges entre Philippe Morel et le cabinet Fournier & Associés, couvrant une période de 2 ans. Le contenu était technique, mais il y avait un email spécifique, envoyé il y a 6 ans et 4 mois, qui mentionnait le nom d'une traductrice assermentée qui avait soulevé des questions techniques dans un document confidentiel du client et la nécessité de résoudre la situation avant qu'elle ne cause des complications dans la clôture du contrat. Le nom était le sien, Valérie Lambert. Traductrice assermentée. Avait soulevé des questions. Devait être résolue. Elle photographia toutes les 6 pages, vérifia que chaque image était lisible, éteignit la petite lumière, ferma l'armoire, sortit de la salle et verrouilla la porte avec la clé qu'elle avait prise dans la salle de repos. Ensuite, elle alla aux toilettes les plus proches, s'assit sur la cuvette fermée et resta là pendant environ 3 minutes, ne pensant à rien de précis, juste à respirer. Elle envoya les images à Léa ce soir-là même. Léa resta éveillée jusqu'à 2 heures du matin à imprimer et organiser. Tôt samedi matin, elles étaient assises à la table de la cuisine avec le nouveau matériel, à côté de tout ce qu'elles avaient déjà rassemblé. « Cela change-t-il le poids de la demande de révision » demanda Valérie. « Énormément, » dit Léa. « Jusqu'à présent, nous avions des documents qui suggéraient un schéma. Maintenant, nous avons un email qui vous mentionne par votre nom, il y a 6 ans, la semaine où la procédure contre vous a été ouverte. Le professeur Étienne doit voir cela aujourd'hui. » Léa avait déjà le téléphone à la main. Étienne Giroux répondit en moins d'1 heure. Il demanda d'envoyer les fichiers via un canal sécurisé qu'il avait indiqué lors d'une réunion précédente. Il analysa le matériel dans l'après-midi et envoya un message à 7 heures du soir. « Cela change l'évaluation. Je contacterai l'expert demain matin. » L'expert, qui avait reçu le matériel original des semaines plus tôt et avait demandé un délai supplémentaire pour l'analyse, émit une note complémentaire en moins d'1 semaine. La note était technique, sobre, sans dramatisme. Mais ce qu'il disait était clair.
Il y avait suffisamment de preuves documentaires pour soutenir que la procédure initiale de suspension du registre avait été fondée sur des éléments présentant un conflit d'intérêts non déclaré de la part technique. C'était ce qu'il fallait. La demande formelle de révision fut déposée par protocole à la fin de cette semaine-là. Valérie la fit elle-même, avec Léa à ses côtés, un mardi matin où elle avait échangé son service pour avoir la matinée libre. En sortant du guichet d'accueil avec le récépissé du protocole à la main, elle plia soigneusement le papier et le mit dans le même sac où elle avait placé le petit carnet de notes tant de nuits auparavant. Ce qui suivit fut l'attente la plus difficile de toutes. Non pas à cause de l'incertitude. Le chemin était tracé avec plus de clarté qu'à aucun moment des 6 dernières années. Il y avait une documentation solide, un expert indépendant, un professionnel expérimenté comme Étienne guidant chaque étape. La difficulté était autre. C'était le poids de se réveiller chaque jour pour le même couloir, le même chariot, le même uniforme, sachant ce qui avait été fait et que la résolution dépendait désormais de processus et de délais qui échappaient à son contrôle. C'était croiser Philippe Morel une fois par semaine, dans l'ascenseur ou le couloir, et garder une expression parfaitement neutre. C'était observer les changements dans l'étage sans pouvoir savoir s'ils étaient des réactions à ce qui s'était passé ou simplement le mouvement normal de toute entreprise. Thomas n'était pas revenu de congé. Après quelques jours, elle avait reçu un court message de lui. « J'ai démissionné. Nouveau boulot dans une petite comptabilité, loin d'ici. Je vais bien. » Elle avait répondu qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il avait répondu par une phrase qu'elle avait relue plusieurs fois les jours suivants. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui devrait faire quand on sait ce qui est juste. Le plus dur a été d'y arriver. » C'était une phrase simple, mais elle la connaissait de l'intérieur. Il lui avait fallu 6 ans pour y arriver. À Thomas, il en avait fallu 2. Aucun des deux n'y était arrivé vite, et c'était peut-être précisément pour cela que ce qu'ils avaient fait avait fonctionné. Ce n'avait pas été impulsif. Cela avait été construit lentement, avec soin, avec les ressources dont chacun disposait. Madame Thérèse Lefebvre passa un jeudi après-midi avec un morceau de gâteau de semoule qu'elle avait préparé le matin et avec cette manière de s'asseoir à table comme si elle avait toute la journée, comme les gens qui ont appris que le temps n'a pas besoin d'être rempli pour avoir de la valeur. « Combien de temps encore ?» demanda-t-elle. Étienne dit que ce genre de procédure prend généralement 2 à 4 mois. 1 mois et demi est déjà passé. Madame Thérèse hocha lentement la tête. « Tu sais ce qui est dur à apprendre avec l'âge ?» dit-elle. Valérie leva les yeux de son café. « Qu'attendre n'est pas perdre du temps. » La vieille dame prit sa fourchette. On passe toute sa vie à croire qu'attendre, c'est la même chose que rester immobile. Ce n'est pas le cas. Parfois, c'est l'acte le plus actif qui soit. Elle coupa un morceau du gâteau. « Tu es dans la bonne attente. La différence entre attendre et perdre du temps, c'est de savoir ce que tu attends. C'était le genre de choses simples qui semblent évidentes et qui en même temps arrivent d'une manière qu'aucune chose évidente n'arrive. « Vous avez vécu ça ?» demanda Valérie. « Attendre quelque chose qui ne dépendait pas de vous ?» Madame Thérèse resta un moment à regarder par la fenêtre. « J'ai attendu 20 ans pour que mon fils comprenne certaines choses sur moi, » dit-elle. « J'ai fini par croire que ça n'arriverait pas. » Elle ramena son regard. « Mais c'est arrivé. À son rythme, pas au mien. Et quand c'est arrivé pour de bon. » Valérie resta à regarder sa voisine un moment. « Merci, dit-elle. Pour le gâteau, corrigea Madame Thérèse avec un sourire. Pour le gâteau aussi. » Léa passa les semaines suivantes avec une concentration que Valérie ne lui avait jamais vue. C'était comme si le processus de rassembler les documents, de croiser les informations, d'organiser ce qu'elle avait trouvé, avait éveillé en elle quelque chose que la fac avait préparé, mais qui avait besoin d'une cause réelle pour devenir une véritable compétence. Elle était allée plus loin que ce que Valérie avait demandé. Elle avait tracé une chronologie complète. De la première entreprise de Julien à ses activités en tant qu'expert en processus tiers, en passant par l'ouverture officielle de Fournier & Associés et jusqu'au contrat récent photographié par Thomas. Elle avait surligné en différentes couleurs les points de chevauchement, les dates qui coïncidaient, les noms qui apparaissaient à plus d'un endroit. C'était un travail de comptable, patient, méthodique, sans sauter d'étape. « Quand tu auras ton diplôme ?» dit Valérie un soir en regardant le schéma que Léa avait monté sur la table. « Tu veux travailler dans l'audit ?» Léa regarda le matériel qu'elle avait produit.
Peut-être, dit-elle. Mais d'abord, je veux finir la fac. Elle ferma le dossier. Et après que tout ça soit réglé, je veux prendre un week-end entier à dormir. Valérie rit. C'était un petit rire, mais il venait d'un endroit sincère. Je paye le petit déjeuner, dit-elle. J'accepte. La lettre arriva un vendredi après-midi. Valérie était en service quand son portable vibra dans sa poche avec un message de Léa. « Maman, il est arrivé un courrier. Il faut que tu vois ça. Je ne l'ai pas ouvert. Je suis à la maison. » Elle termina l'étage avec soin, rangea ses affaires avec la même attention que d'habitude, prit l'ascenseur de service, sortit par l'arrière de l'immeuble. Le bus mit 11 minutes. Elle compta. La lettre était sur la table de la cuisine quand elle arriva. Une enveloppe en papier épais, le cachet officiel imprimé dans le coin supérieur. Léa se tenait près de l'évier, les bras croisés sur la poitrine, les yeux fixés sur l'enveloppe. Madame Thérèse Lefebvre était assise à table. Léa l'avait appelée sans prévenir sa mère, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'un témoin. Valérie entra, retira son sac de son épaule, regarda l'enveloppe un instant. Puis, elle l'ouvrit. Elle lut la première ligne, puis la seconde. Puis elle revint au début et relut tout depuis le début, lentement, pour être sûre de comprendre ce qui était écrit. « La demande de révision a été approuvée, » dit-elle, d'une voix qui sort quand la gorge lutte pour ne pas révéler ce qui se passe en dessous. « La suspension de mon inscription a été déclarée infondée. » Elle inspira. « Mon inscription est rétablie. » Léa se couvrit la bouche avec la main pendant une seconde, puis elle s'approcha de sa mère et la serra dans ses bras de cette façon dont on embrasse quand le compte est de 6 ans, quand l'étreinte doit porter trop de temps pour tenir en une seule position. Valérie resta les bras autour de sa fille et les yeux fermés. Madame Thérèse Lefebvre ne dit rien. Elle resta à sa place avec ce petit sourire ferme de celle qui savait, de celle qui avait toujours su que cela arriverait et qui avait attendu patiemment le seul moment où il était juste de dire qu'elle avait su, quand il n'y avait plus aucun doute possible. Valérie ne démissionna pas ce vendredi-là. Il était tard, elle était fatiguée d'une bonne façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, et il y avait des décisions qui devaient être prises calmement plutôt qu'à la vitesse de l'émotion. Mais le samedi matin suivant, en prenant le petit déjeuner avec Léa avant d'aller au marché, elle dit « Je vais donner mon préavis lundi ». Léa acquiesça. « Je m'y attendais. Et je vais appeler Valérie Dupont aujourd'hui. » Léa la regarda par-dessus sa tasse. « Tu penses à ce que je pense ?»« Oui. » L'idée était née une des nuits d'attente, quand Valérie avait regardé le plafond en essayant d'imaginer à quoi ressemblerait la vie après. 2 traductrices assermentées avec des expériences complémentaires et des histoires parallèles, reconstruisant ensemble ce qui avait été défait par les mêmes mains. Ce n'était pas du romantisme. C'était une logique pratique. Ce que chacune mettrait des années à construire seule, ensemble, elles avaient un point de départ différent. Valérie Dupont avait décroché le téléphone dès la 2e sonnerie, comme quelqu'un qui attendait l'appel sans le savoir. « Je pensais à toi cette semaine », dit-elle en entendant la voix de Valérie Lambert. « J'ai une proposition à te faire », dit Valérie. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis « Raconte-moi ». Le lundi, Valérie arriva au travail à l'heure habituelle. Elle fit le 1er étage, puis le 2e, arriva au 18e, parcourut tout le couloir avec la même attention que d'habitude. Quand elle rangea le matériel en fin de service, elle passa par la réception de l'entreprise au sous-sol et demanda un moment avec Gérard. Il la reçut avec l'expression de quelqu'un qui s'y attendait déjà, parce que les personnes attentives savent généralement avant d'être averties. « Je viens donner mon préavis, » dit-elle. « Tu vas où ?»« Reprendre mon domaine, je vais rouvrir le bureau. » Gérard la regarda un instant. Il y avait dans ce regard quelque chose qui n'était pas seulement la surprise de perdre un bon employé. C'était la reconnaissance de quelqu'un qui avait été à une place qui n'était pas la sienne et qui partait maintenant là où elle aurait toujours dû être. « Bonne chance !» dit-il en se levant pour lui serrer la main. « Et merci pour ton travail. Il a toujours été de qualité. » Elle sortit du sous-sol et marcha jusqu'à la sortie de service par laquelle elle était entrée et sortit des centaines de fois au cours des 6 dernières années. Avant de partir, elle s'arrêta. Elle regarda le long couloir du sous-sol, les caisses de matériel empilées, les lampes au néon au plafond.
ce lieu qui avait été son quotidien quand elle n'en avait pas d'autre. Puis elle se retourna et sortit. Le nouveau bureau commença dans une chambre de la maison de Valérie, que Léa avait aidé à organiser un samedi après-midi, avec un enthousiasme qu'elle tentait de dissimuler en l'appelant pragmatisme. Une grande table trouvée lors d'une vente de garage de Saint-Denis. 2 ordinateurs. Une imprimante laser que Léa avait dénichée presque neuve à un prix raisonnable. Une étagère pour les dictionnaires techniques et les manuels que Valérie avait commencé à rassembler au cours des dernières semaines. Valérie Dupont entra comme associée dès le premier jour. Elle arriva un lundi matin avec une boîte de biscuits et les yeux avec cette expression de quelqu'un qui fait enfin quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Le premier client leur vint par Étienne Giroux, qui les avait recommandés à un collègue ayant besoin de traduction de contrats de partenariat avec des fournisseurs externes. C'était un travail de taille moyenne, avec un délai de 2 semaines. Elles le livrèrent en 10 jours, révision incluse. Le courriel de remerciement du client ne contenait que 2 lignes. « Excellent travail. Vous pouvez compter sur notre future demande. » Valérie Lambert imprima le courriel, le plia et le rangea dans un nouveau dossier qu'elle avait acheté spécialement pour conserver les jalons de ce qui était en train d'être reconstruit. C'était une nouvelle habitude, consciente. Le passé était resté dans la boîte en carton. Le futur méritait un dossier différent. Il y avait une chose qui était restée en suspens et qui se régla d'une manière que Valérie n'avait pas prévue. Les courriels que Thomas Bernard avait laissés dans les archives du 18e étage étaient parvenus par un chemin qu'elle n'avait jamais complètement suivi, à l'un des associés du cabinet Fournier, un associé lui-même. Un associé qui avait rejoint le cabinet il y a 2 ans et qui s'était senti mal à l'aise avec certaines pratiques qu'il observait, mais pour lesquelles il n'avait jamais trouvé suffisamment de preuves concrètes pour agir. L'associé initia un audit interne que Valérie suivit de loin grâce aux nouvelles qui lui parvenaient par Étienne, sans s'impliquer directement. Le résultat fut une procédure interne qui était encore en cours lorsqu'elle ouvrit le nouveau bureau. Elle ne savait pas ce qui sortirait de cette procédure. Ce n'était plus son combat à mener. D'autres personnes mieux placées, avec d'autres ressources, s'en chargeaient pour aller aussi loin que nécessaire. Elle avait amorcé le mouvement. Et parfois, c'est cela. Amorcer le mouvement et faire confiance au fait que ce qui est en mouvement trouvera son chemin. Philippe Morel s'était fait plus discret ces dernières semaines. Des rumeurs de changement circulaient dans le groupe d'entreprise qu'Étienne avait mentionné en passant dans une conversation, sans donner de détails qu'elle aurait besoin de connaître. Elle n'avait pas posé plus de questions. Ce n'était plus nécessaire. Un samedi après-midi, près de 5 mois après ce mardi au 18e étage, Léa rentra à la maison avec le résultat d'un examen. La meilleure note de la classe en contrats commerciaux. Elle posa la feuille sur la table avec cette expression qui mêlait fierté et l'air de ne pas vouloir en faire toute une histoire, comme si c'était naturel, comme si cela n'avait pas coûté des nuits entières d'études après des journées entières de travail. Valérie regarda la note, puis sa fille. « Tu seras excellente, dit-elle. »« J'ai appris de la meilleure, » répondit Léa. C'était un après-midi simple. Il y avait 2 verres de jus sur la table que Léa avait apportés parce qu'elle avait chaud. Il y avait un ventilateur allumé dans le couloir. Il y avait le bruit de Madame Thérèse arrosant les plantes dans le jardin de la maison voisine, le bruit familier du tuyau frappant la terre. Valérie prit le verre de jus. « Santé, » dit-elle. Léa leva son verre. « Santé, maman. » Il y avait 6 ans dans ce geste. Il y avait des bus de minuit et des chariots de nettoyage, et des uniformes noirs et blancs et des couloirs cirés. Il y avait une nuit où 5 hommes s'étaient moqués d'elle, et elle avait répondu avec la seule chose qui avait toujours été sienne et que personne n'avait vraiment réussi à lui prendre, ce qu'elle savait, et la patience de savoir quand l'utiliser. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire et d'où vous nous regardez. Pensez-vous que la patience de Valérie a été son arme la plus puissante? Laissez votre avis dans les commentaires. Nous avons très envie de lire ce que vous pensez. N'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci.